Hermann Göring. Il est subjugué lors du premier discours qu'il voit lorsqu'il rencontre Adolf Hitler. Albert Göring dit très clairement à son frère Hermann, « Si tu continues à suivre ce bâtard d'Hitler, tu finiras très mal. » Mon père n'aimait pas qu'Hermann Göring se lie à Hitler. Albert Göring n'a jamais fait le salut nazi. Mon père aimait aider les gens et il connaissait beaucoup de personnes qui avaient besoin de son aide. Albert a aidé de différentes façons toutes les victimes du nazisme, des juifs, des tchèques. Mon père volait du papier en tête à mon oncle. Il falsifiait même la signature d'Hermann Göring. Ça va alerter la Gestapo qui se pose de plus en plus de questions. Le quartier général de la Gestapo a ordonné qu'il soit immédiatement abattu. Heinrich Göring, le père de la grande fratrie Göring, né en 1838, est un avocat et fonctionnaire allemand. Gouverneur du sud-ouest africain allemand de 1885 à 1890, aujourd'hui la Namibie. Après un premier mariage et 5 enfants, il épouse Franziska Tiefenbrunn. De cette union naissent 5 autres enfants: Karl, Olga, Paula, Hermann et Albert. L'un des descendants de cette famille est Elisabeth Göring. Elle est la petite-fille de Franziska. Franziska, comme les femmes de la bonne société qui avaient une éducation, se formait pour devenir infirmière. Elle est donc devenue infirmière en Afrique et c'est là qu'elle a rencontré ce médecin européen très reconnu, le docteur Hermann von Eppenstein. Il a aidé Franziska Göring à accoucher. Après cela, ils ont gardé un lien très fort. C'était un ami intime de la famille. Les 3 premiers enfants de Franziska sont nés à l'étranger pendant les missions d'Heinrich. Hermann Göring naît en Bavière en 1893 et le benjamin Albert Göring en 1895 dans les faubourgs de Berlin. Mais chez les Göring, il y a un lourd secret de famille autour de la naissance d'Albert. Elisabeth Göring est la fille d'Albert. Elle n'aurait jamais dû s'appeler Göring. L'homme autour duquel plane le mystère familial n'est autre que le médecin von Eppenstein, le parrain d'Hermann Göring. Hermann s'appelle Hermann à cause d'Hermann von Eppenstein. Mon père, Albert Göring, qui ne ressemble ni à Hermann ni à ses sœurs, est le fils naturel de ce monsieur von Eppenstein et de ma grand-mère Franziska. Le docteur Hermann von Eppenstein est à la tête d'une grande fortune personnelle. Il est issu de la noblesse allemande. Le baron est aussi d'ascendance juive. Dans une Allemagne antisémite, il s'est converti au protestantisme. Parrain d'Hermann et père d'Albert Göring, Hermann von Eppenstein devient aussi le protecteur de la famille et un père de substitution. Von Eppenstein devient le protecteur de la famille. Il met à leur disposition un château à Neuhaus, dans le nord de la Bavière, où ils séjournent pendant l'hiver, et un autre à Mautendorf, en Autriche, où ils passent leurs vacances, notamment en été. Les 2 frères Göring grandissent et mènent la vie de château. Mais l'apport d'Eppenstein va bien au-delà de l'aspect matériel. Hermann von Eppenstein a payé les études d'Hermann Göring. C'est lui qui l'a orienté vers l'armée. Il a fait pareil pour mon père. Mon père était ingénieur et il lui a payé aussi ses études. Lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale en juillet 1914, Hermann et Albert Göring sont encore étudiants. Pour Hermann Göring, dont les jeux d'enfants étaient emplis de chevalerie,
la guerre est une révélation. Cadet dans l'infanterie, il est immédiatement incorporé. Il est blessé au tout début des combats. Pendant sa convalescence, il croise un pilote d'avion de chasse et rejoint les toutes premières escadrilles d'aviation allemande. Il voulait devenir chevalier, et au lieu d'un cheval, il a eu un avion. On considère que c'est le meilleur, puisque effectivement, à 25 ans seulement, il est l'héritier du baron rouge, de Richthofen. Donc c'est lui le chef de l'escadrille en 1918. Pas mal, à 25 ans quand même. Et il est célèbre. Il y a des petites cartes avec l'effigie des pilotes qui circulent dans toute l'Allemagne impériale. Et la carte la plus demandée, c'est après celle du baron rouge, c'est celle de Göring. Albert, qui poursuit des études d'ingénieur, s'engage un peu plus tard. Il est affecté à un régiment d'infanterie bavarois. Albert, lui, il est dans l'armée de terre, il est dans les transmissions, il est dans les tranchées. Il a vraiment l'expérience de l'horreur de la guerre. On gagne quelques mètres pour les reperdre quelques jours plus tard, quelques heures plus tard, en ayant sacrifié des milliers d'hommes. Cette expérience-là, Albert, il l'a vécue vraiment directement. Il est blessé 3 fois au cours de ce conflit. Il finit cette Première Guerre mondiale sur un lit d'hôpital. Les deux frères vivent 2 expériences radicalement différentes de la guerre. C'est le premier point de rupture entre Hermann, le pilote à la croix de fer, et Albert, le simple soldat. On a une vision, une expérience quasi enthousiasmante de la guerre chez Hermann, et chez Albert, au contraire, une expérience traumatisante de la guerre et le sentiment d'un soulagement quand vient l'armistice. Et Albert va devenir un pacifiste convaincu, engagé. Démobilisé et soulagé après la défaite allemande, Albert retourne à ses études. Il rejoint l'université technique de Munich, où il se spécialise dans l'ingénierie mécanique. Munich est au début d'une grande agitation politique. Très vite, le frère aîné d'Albert, Hermann, rejoint les mouvements extrémistes d'anciens militaires déçus par la conduite du haut commandement et des politiques allemands. Ces déçus tentent un premier putsch. Raté. Hermann doit quitter au plus vite l'Allemagne. Il se réfugie en Suède. Alors il va en Suède, il va au Danemark, il est pilote d'exhibition, il est entraîneur pour l'aviation civile, il achemine le courrier, il achemine même des passagers. Alors là c'est risqué parce que de temps en temps il pilote un hydravion pour aller du Danemark en Suède et de Suède en Allemagne, mais de temps en temps il ne peut pas résister, donc il fait des attaques en piqué avec ses passagers, donc ça crée une certaine panique, donc on finit quand même par le licencier. En Suède, Hermann Göring se lie d'amitié avec un certain Ludwig Mannerfeldt. Un soir de 1920, Hermann est invité avec son ami Ludwig à une soirée mondaine au château de Rockelstadt, situé à quelques kilomètres au nord de Stockholm. C'est lors de cette soirée qu'il rencontre Karin Fock. En 1922, lorsqu'Hermann rentre avec Karin en Allemagne, la famille se retrouve au grand complet en Bavière. Les deux frères sont encore complices et partagent ensemble avec leur sœur la peine du décès de leur mère, Franziska. Mais pendant toute cette période, oui, il y a des liens qui sont très forts. Il y a le premier mariage d'Hermann Göring avec Karin, auquel assiste Albert Göring dans les invités et lors de la cérémonie. Il y a aussi l'épisode pour eux malheureux de la mort de leur mère. Et donc ils sont, par la force des choses, eh bien, ils se rencontrent à ce moment-là, évidemment, au moment des obsèques qu'ils organisent. Rapidement, Hermann tourne en rond. Toute l'Allemagne est en crise économique, doublée d'une très forte agitation politique. Quand il revient en Allemagne en 1922, il est un petit peu désœuvré. Il est étudiant en économie à l'université de Munich, mais ça, en sciences politiques, mais ça ne l'intéresse pas vraiment. La théorie, c'est un homme d'action. C'est dans ce contexte qu'Hermann Göring fait une rencontre décisive.
Un soir de cette année 1922, il assiste médusé, au milieu d'une petite foule compacte, au discours d'un jeune caporal, à la popularité montante, dans une des maisons de bière de Munich. Il s'agit d'Adolf Hitler. La communion entre les deux hommes est immédiate. C'est la révélation qu'il y a des gens qui pensent comme lui, notamment sur cette idée que le traité de Versailles est une infamie, que cette guerre n'aurait jamais dû être perdue par l'Allemagne, que s'il y a eu une défaite, c'est qu'il y a eu une trahison de l'état-major. Ça, c'est vraiment ce que pense Hermann Göring. Et il entend pour la première fois quelqu'un qui dit comme lui et qui le dit avec véhémence, passion. Cet engagement dans le nazisme, il est vraiment lié à cette idée de revanche, de fierté nationale. Il n'est pas du tout lié à l'antisémitisme, ce qui évidemment est très très différent par rapport à l'engagement d'un certain nombre de hauts dignitaires nazis. On peut penser à Himmler, à Goebbels évidemment, où l'antisémitisme est vraiment un moteur fondamental de leur engagement et de leur adhésion au nazisme. Très vite, Albert tente de raisonner son frère. Hitler est dangereux. Une opinion partagée par tout le reste de la famille. En fait, mon père n'aimait pas qu'Hermann Göring se lie avec Hitler. Dès le début, il était contre. Il se moquait même de lui. Albert Göring dit très clairement à Hermann, si tu continues à suivre ce bâtard d'Hitler, c'est l'expression qu'il utilise, il va t'arriver les pires malheurs, tu finiras très mal. Le 8 novembre 1923, Adolf Hitler, avec les membres de son parti, dont Hermann Göring, organise une tentative de prise du pouvoir par la force en Bavière. Le 9 novembre au matin, plus de 2000 hommes en armes, notamment des sections d'assaut du parti nazi, défilent sous les acclamations de la foule. Les manifestants sont confrontés à un cordon de police. Un échange de coups de feu éclate et les manifestants se dispersent. C'est un échec total. Et lui est blessé très grièvement. Et il est blessé à l'aine et la blessure s'infecte. C'est une balle qui avait ricoché, donc avec la boue de la rue. Et tout ça lui est rentré dans le haut de la cuisse. Hitler, blessé, est arrêté. Göring est d'abord emmené d'urgence chez un médecin qui refuse de le soigner. C'est dans le même immeuble que 2 sœurs infirmières juives acceptent de lui prodiguer les premiers soins qui lui sauvent la vie. Il quitte rapidement l'Allemagne pour l'Autriche, où il est pris en charge par des chirurgiens. La seule façon de le soigner, c'est de lui donner de la morphine, pour qu'il ne souffre pas trop. Malheureusement, lui, qui a toujours une tendance à vouloir exagérer, il augmente ses doses. C'est-à-dire qu'en fait, il va devenir dépendant de la morphine et il le sera toute sa vie. Mais Hermann Göring est obligé de s'exiler. Il s'exile en Suède, il est banni d'Allemagne. Et lorsqu'il revient en Allemagne, grâce à une loi d'amnistie, on est en 1928, et bien là, Albert Göring, lui, ne vit plus en Allemagne. Il est parti pour des raisons professionnelles en Autriche. Donc ils n'ont aucune raison, évidemment, de se fréquenter à nouveau. C'est en trouvant un travail dans l'entreprise Junkers qu'il quitte l'Allemagne. Il devient le représentant de cette société en Autriche et pour les Balkans. En 1926, Albert coupe les ponts avec son frère devenu nazi. Il s'installe alors dans une maison cossue à la périphérie de Vienne. Il va jusqu'à entamer des démarches pour devenir citoyen autrichien. Pendant ce temps, en Allemagne, son frère Hermann gravit toutes les marches du pouvoir. Après la victoire du parti nazi aux élections de 1932, Göring devient président du Parlement allemand, le Reichstag. Die Freiheit der Nation, die Ehre des Volkes und die Sicherheit des Vaterlandes die obersten Leitsterne meines Handelns sein. C'est lui qui a hissé Hitler au pouvoir. On imagine que Hitler a été élu chancelier, c'est pas vrai, il n'a pas été élu chancelier. Le président Hindenburg ne voulait pas
nommait Hitler chancelier. Il disait je peux à la rigueur le nommer ministre des Postes, comme ça il lèchera les timbres à mon effigie. Et donc c'est Göring qui a décidé, en fait, Hindenburg, à faire appel à Hitler. Et c'est comme ça que Hitler est parvenu au pouvoir. Sans Göring, il n'y serait probablement pas arrivé. En février 1933, il est ministre de l'Intérieur pour la Prusse. Il ouvre les vannes de la violence en déchaînant les sections d'assaut contre les opposants. Il aide à l'ouverture des premiers camps de concentration et crée la sinistre Gestapo. Hitler le récompense en le nommant ministre de l'Aviation. De son côté, son frère Albert trouve enfin le travail de ses rêves, plus proche de ses aspirations. Il va avoir une nouvelle opportunité professionnelle qui est de rentrer dans une compagnie de cinématographie très importante à l'époque, la Toby Sacha, où là il va rentrer non pas en tant que cinéaste, réalisateur, pas du tout, il reste dans sa fonction d'ingénieur, il a un rôle finalement de logisticien, d'accompagnateur, d'administratif. Une fois installé dans cette entreprise-là, il va être amené à fréquenter beaucoup les milieux intellectuels viennois, qui vont se révéler évidemment à l'époque être beaucoup de milieux juifs, ce qui évidemment va avoir un rôle important pour la suite. On peut dire qu'Albert Göring il tombe vraiment amoureux de Vienne. Il éprouve vraiment une admiration par rapport à la beauté de cette ville, et puis aussi parce que c'est un berceau culturel très important de l'Europe à ce moment-là. Il y a vraiment une vie artistique intense. Albert est au contact des plus grands auteurs et réalisateurs. À la Toby Sacha, il fait notamment la connaissance du réalisateur Ernst Neubach, avec qui il se lie d'amitié. Il a rencontré Albert Göring lorsqu'il a fait le film Millionnaire. Il était à Vienne dans les studios Toby Sacha. À cette époque-là, Albert Göring dirigeait ses studios de cinéma. Toute l'industrie cinématographique était au courant. Les gens savaient qui était Albert Göring et tout le monde était surpris de le voir travailler dans le cinéma et non avec son frère. Son nom de famille lui valait quelques soucis. Les gens qu'il rencontrait étaient généralement sur la défensive. Mais comme il s'y attendait, il aimait désamorcer ces situations. Par exemple, avec Ernst Neubach, ce dernier lui a fait comprendre qu'il ne voulait pas travailler avec lui, lui disant « Je ne veux rien avoir à faire avec le frère d'Hermann Göring ». Albert brisait d'un coup la glace en faisant une plaisanterie. Il disait par exemple « Je crache sur Hitler, je crache sur le régime nazi ». Et les gens se disaient « D'accord ». Ils étaient encore un peu méfiants, mais petit à petit, ils gagnaient leur amitié. Marié, Albert Göring est un séducteur. À Vienne, il multiplie les aventures. Albert a une vie sentimentale agitée, compliquée, puisqu'il va se marier 4 fois au cours de sa vie, il divorcera 3 fois. Il a sans doute ce côté un peu dandy, un peu séducteur qui peut plaire aux femmes. Il s'en cache pas. Et là-dessus, il n'a pas trop de scrupules. Lorsqu'il voit qu'une aventure est terminée, eh bien, il en enchaîne une autre. Karine, la première épouse d'Hermann, est décédée en 1931. À la fin de 1934, Hermann et Amy, une comédienne de théâtre, se rencontrent à Berlin. La célébration qui suit est digne des plus grands mariages de stars. Adolf Hitler est le témoin du marié. Parmi les invités, toute la famille Göring et une foule en liesse. Cela fait 12 ans qu'Hermann et son frère ne s'étaient pas revus. Quelques mois plus tard, Amy demande une faveur à son mari. L'une de ses amies, Annie Porten, a des problèmes avec Joseph Goebbels, le super-ministre de la propagande du Reich. Annie Porten, c'est une actrice allemande qui est une vedette même du cinéma allemand des années 20. Elle a tourné avec Lubitsch.
Et son tort, entre guillemets, c'est d'être marié à une personne juive. Et Goebbels, qui donc se reprend en main toute la culture, entre guillemets, en Allemagne, lui impose de divorcer, sinon, eh bien, elle sera définitivement interdite d'exercer son métier. Henny Porten est venu demander à Amy l'aide de mon oncle Hermann pour les aider à quitter l'Allemagne. Il a dit qu'il ne pouvait pas le faire, car si on découvrait qu'il aidait des Juifs, ça aurait mal tourné pour lui. Et il a appelé mon père, qui s'est chargé de les aider à quitter l'Allemagne. Albert s'arrange pour lui obtenir un contrat de travail en Autriche, loin de la censure nazie. Cela lui a permis de vivre protégé. Pourquoi l'un des hommes les plus dangereux et sans scrupules du régime d'Hitler en vient-il à aider un juif? Y a-t-il une réponse à ce mystère? C'est assez étonnant. C'est assez étonnant, mais en fait, l'une des clés pour comprendre la personnalité d'Hermann Göring, elle nous est apportée par les psychiatres, parce qu'il a fait l'objet de 2 expertises psychiatriques à une quinzaine d'années de différence, et les 2 experts sont arrivés à la même conclusion, ce qui est tout à fait troublant. Ces experts, ils nous disent que Hermann est extrêmement sentimental envers les siens et qu'il est totalement insensible envers les autres. C'est sans doute la clé du personnage, parce que ça veut dire qu'il est effectivement très sensible vis-à-vis de sa famille, très protecteur vis-à-vis des siens. Et puis il y a tout le reste où effectivement c'est un homme sans scrupules. Lorsqu'il s'agit d'éliminer, d'écraser l'ennemi intérieur, dans un premier temps les communistes, il le fait avec acharnement et efficacité. Et puis pendant la guerre, il n'y aura aucun scrupule non plus. Si pour gagner la guerre, il faut détruire des villes entières et massacrer des populations civiles, ça ne l'effraie absolument pas. Ce sauvetage est une révélation pour Albert Göring. C'est la première fois véritablement, sans doute, qu'il s'aperçoit que, eh bien oui, il peut aider des gens et qu'on est rentré dans une période très compliquée où il y a l'existence même de personnes qui peuvent être mises en danger à cause du nazisme et que lui, à son échelle, il peut peut-être faire quelque chose. C'est parti de la nécessité d'aider le mari de cette femme. Mais ensuite, bien sûr, cela a donné des idées à mon père. Mon père aimait aider les gens et il connaissait beaucoup de personnes qui avaient besoin de cette aide. Il a donc continué. Le répit d'Albert à Vienne, loin de la fureur nazie, est de courte durée. Le 12 mars 1938, l'armée allemande envahit l'Autriche, suivie d'Adolf Hitler. Le Führer fait une entrée triomphale dans la capitale, aux côtés du Reichsmarschall Göring. Hermann Göring en profite pour rendre visite à son frère. Ils se retrouvent à Grinzing, dans la maison d'Albert. Hermann est de très bonne humeur. Et selon leur sœur, Olga, présente à ce moment-là, il leur dit « Demandez-moi ce que vous voulez, je vous l'obtiendrai ». Albert a littéralement sauté sur l'occasion. Il lui explique que l'archiduc Joseph Ferdinand d'Autriche a été arrêté et envoyé au camp de Dachau. Si tu veux nous accorder un souhait, nous souhaitons qu'il soit libéré. Lorsque l'Anschluss est proclamé le lendemain de l'arrivée d'Hitler, le 13 mars 1938, Joseph Ferdinand est arrêté. Il est envoyé au camp de Dachau, où les conditions de son emprisonnement sont très dures. Il est libéré sur l'intervention d'Hermann Göring. L'archiduc mène une existence solitaire à Vienne, sous la surveillance constante de la Gestapo, jusqu'à sa mort en 1942. Albert Göring voit tout de suite en fait un danger, d'abord un double danger. D'abord la transformation de Vienne par les nazis, où là il voit que cet espace de liberté va s'effondrer brusquement. Et puis il prend aussi conscience du danger qu'il va y avoir pour un certain nombre de ses amis, notamment juifs, et notamment des gens qui travaillent avec lui, qu'il côtoie depuis maintenant 4-5 ans au sein de cette compagnie de cinéma. 190 000 juifs résident alors en Autriche où les persécutions, notamment à Vienne, sont encore plus importantes qu'en Allemagne. Humiliation publique, expropriation, émigration forcée.
Avec l'entrée des troupes allemandes, la violence se déchaîne. Des appartements et des commerces appartenant à des Juifs sont pillés. Les rues sont le théâtre de scènes de violence et de brimades. À ce moment précis, Albert est tombé sur une de ces brimades. Il y avait une femme âgée devant un magasin de peinture. Elle était obligée de porter une pancarte sur laquelle était écrit « Je suis une truie juive ». Il l'avait jetée sur le trottoir et un officier de police lui avait apporté un seau et une serpillière en lui ordonnant de laver le sol dans la rue. Les gens autour se moquaient d'elle, la traitaient de juive et l'insultaient. Mon père est passé par là et a demandé ce qui se passait. Un monsieur lui a répondu « Elle est là pour nettoyer la rue, qu'elle fasse son travail ». Alors mon père a enlevé sa veste, s'est relevé les manches, s'est agenouillé. Et il a rétorqué à cet homme « Vous n'avez rien à faire ici, rentrez chez vous ». Et puis il a pris le seau des mains de la dame et a commencé à nettoyer le sol lui-même. L'officier de la Gestapo du coin est arrivé et lui a demandé « Pourquoi vous mêlez-vous de ça? Qui êtes-vous » Il a répondu « Je suis Göring ». Et il est arrêté sur le champ. C'est la première fois qu'il est arrêté. Il est emmené au commissariat. Son nom et ses connexions font qu'il est rapidement libéré, sans que son frère n'ait à intervenir. Comme le pressent Albert, les nazis allemands et autrichiens promulguent des mesures anti-juives à une cadence redoublée. Toutes les professions sont touchées, notamment l'entreprise Toby Sacha dans laquelle travaille Albert Göring. L'un des directeurs, Oskar Pilzer, est la cible de la Gestapo. La Gestapo est entrée de force dans son appartement. Elle a tout cassé à l'intérieur et arrêté Oskar Pilzer devant son fils Georges. Il est jeté dans une prison à Vienne. Albert en est informé et parvient à le faire sortir de prison. Il l'escorte ensuite personnellement jusqu'à la frontière italienne et s'arrange pour que lui et toute sa famille obtiennent passeport et visa pour enfin se retrouver libres à Paris. Sur les listes de juifs à arrêter figure aussi le nom d'un ami d'Albert, le scénariste et réalisateur Ernst Neubach. Il parvient à quitter discrètement Vienne. Mon père a dû fuir. En 1938, il a fui Vienne durant la nuit de cristal. Il s'est réfugié à Paris. Albert va l'aider vraisemblablement à lui trouver des papiers, en tout cas un visa qui lui permette de fuir et de fuir notamment vers la France. Le lendemain, la Gestapo fait une descente à son appartement, effrayant sa femme, qui pourtant était une Aryenne. Albert vole à son secours et lui permet de retrouver son mari. Mais le répit est de courte durée pour Ernst Neubach et sa famille. Pour échapper aux nazis qui commencent aussi à traquer réfugiés et juifs allemands et autrichiens en France, il change d'identité. En s'enrôlant dans l'armée, il devient le citoyen français Ernest Neuville. Et puis les nazis sont arrivés. Ils ont envahi la France. Il ne restait que deux possibilités à mon père. Soit s'engager dans la Légion étrangère, soit aller dans un camp de détention. Avec d'autres amis, il a opté pour la Légion étrangère et il y est resté jusqu'à la fin de la guerre. Les arrestations touchent aussi les politiques, avec notamment l'arrestation du chancelier autrichien Kurt Schuschnigg. Pour aider cet homme et sa famille dont Hitler a décidé de se débarrasser, Albert fait de nouveau appel à son frère. Il avait été conduit au camp de Sachsenhausen, mais il a pu survivre dans des conditions un peu meilleures que les prisonniers ordinaires. Il y a vécu dans une petite maison à l'écart avec sa femme et leur enfant. Les requêtes d'Albert sont très audacieuses, mais c'est un Hermann Göring au fait de sa gloire et de son pouvoir qui peut ainsi accéder aux demandes de son frère. Si Albert insiste pour qu'il puisse intervenir, pour que Hermann puisse débloquer une situation, Hermann le fait non pas par empathie vis-à-vis des gens qui peuvent éventuellement être sauvés, mais uniquement pour faire plaisir à son petit frère. Et il a fait comprendre d'ailleurs à tout le monde que si on touche un cheveu de la famille du Reichsmarschall ou des protégés du Reichsmarschall, ça coûtera très cher.
Albert Göring sait qu'il est protégé, mais il prend des risques conséquents. Ses initiatives sont personnelles. Son frère Hermann n'est qu'un ultime recours en cas de problème. Rapidement, après l'Anschluss, Albert décide de quitter Vienne, cette ville qu'il affectionne. Très vite, il va s'apercevoir qu'il ne peut plus continuer à travailler dans cette compagnie de cinéma, qui évidemment va être reprise en main par les nazis, par Goebbels, et donc les tournages de films sont imposés. Il n'y a plus aucun projet artistique qui puisse intéresser Albert Göring là-dedans. Donc en 1939, il va avoir une opportunité nouvelle qui est de rentrer chez la Škoda, donc de partir pour Prague. Bruno Selecki était un directeur des exportations pour Škoda, une société tchécoslovaque qui fabriquait notamment des trains, des munitions. C'était d'ailleurs une société qui venait tout juste d'être intégrée dans l'empire économique d'Hermann Göring. Et Bruno Selecki s'est dit « on ne peut rien faire directement contre les nazis ». Il se dit si on a quelqu'un de confiance, ça peut nous aider. Voilà, c'est pas complètement dénué d'arrière-pensée, puisque derrière, il y a aussi l'idée que ça peut aider l'éventuelle résistance tchèque qu'il y aura à ce moment-là. Albert accepte l'offre et en juin emménage à Prague où il signe son contrat. Il devient le nouveau directeur des exportations de Škoda. Albert accepte en conscience la proposition qui lui est faite chez Škoda. À Prague, là aussi sous occupation nazie depuis 1938, une nouvelle vie commence. Albert fait des rencontres, crée des liens. L'une des premières est celle du docteur Joseph Charvat. Mon père a fait la connaissance d'Albert Göring un jour où celui-ci est venu le consulter comme simple patient. Je ne sais plus quels étaient concrètement ses problèmes de santé, mais mon grand-père l'a ausculté. Et à partir de là, petit à petit, une amitié grandissante s'est nouée entre eux. Rapidement, la terreur s'abat aussi sur Prague et la Tchécoslovaquie. Les nazis s'en prennent à toute l'intelligentsia du pays. On a tout de suite perdu toutes les libertés. Liberté de la presse, de réunion. Des universités ont été fermées, des étudiants emprisonnés, et ceux qui se révoltaient envoyés en camp de concentration. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à mon grand-père, qui, en tant que représentant de l'intelligentsia de l'époque et chef de la Fédération des scouts, a été parmi les premiers à être arrêtés et envoyés au camp de Buchenwald. Albert est mis au courant. Et c'est là où l'on voit que c'est un maître tacticien. Ce qu'il fait, c'est qu'il écrit une lettre sur un papier en tête d'Hermann Göring à l'attention du commandant du camp de concentration de Buchenwald, exigeant de lui qu'il libère immédiatement le docteur Joseph Charvat, son médecin personnel. Et il signe juste avec le nom de famille Göring. D'ailleurs, il falsifiait même la signature d'Hermann. Hermann avait une maison de campagne dans les Alpes. Et quand mon père était invité là-bas avec ma mère, il volait du papier en tête dans le bureau de mon oncle. Et avec ça, il fabriquait des permis de sortie. Il falsifiait la signature de mon oncle pour permettre à plus de personnes de s'enfuir. C'est ce qu'a fait mon père. Et tout ça, mon oncle ne l'a jamais su. Dans ses lettres, avec le papier en tête de son frère, Albert va jusqu'à menacer les officiers de mesures de rétorsion s'ils n'obéissent pas. Selon Charvat, un beau jour, il s'est retrouvé libéré du camp de Buchenwald, attendant sur un quai de gare son train pour Prague. Il est là, debout, à côté d'un autre homme. Il fait connaissance et lui demande comment il s'appelle. « Je m'appelle Joseph Charvat, docteur Joseph Charvat. » Il y avait donc deux docteurs Joseph Charvat au même moment dans le même camp. En fait, le commandant du camp, ne sachant pas lequel était lequel, a fait libérer les deux. Un beau jour, mon grand-père est réapparu à la maison. À la grande stupéfaction de ma grand-mère, de ma mère et de toute la famille. C'était comme un miracle. Ils étaient vraiment surpris.
Et la surprise était d'autant plus heureuse qu'elle était inattendue à ce moment-là. La guerre est maintenant mondiale. Au siège de la Skoda, les nazis pressent encore un peu plus le personnel de cette entreprise stratégique dans laquelle travaille Albert. Karel Sobota devient l'assistant d'Albert au siège de l'entreprise. La résistance était partout. Cela concernait l'ensemble des dirigeants de l'entreprise. Même le président était un résistant qui agissait de concert avec Albert Göring. Il finançait la résistance et faisait passer des documents confidentiels aux États-Unis, notamment les derniers développements technologiques militaires. L'une des personnes importantes de cette entreprise s'appelle Jan Moravec. C'est l'un des directeurs et c'est aussi un résistant de la première heure. Rapidement, la Gestapo le soupçonne. Pour l'éloigner, lui et sa famille, du danger, Albert Göring le fait nommer dans une succursale de Skoda à Bucarest, en Roumanie. Il échappe ainsi à la Gestapo. En aidant Moravec, en lui donnant une certaine liberté de mouvement, ce dernier pouvait poursuivre ses activités dans la résistance. Il a pu continuer à envoyer des messages secrets à Londres de la part de la résistance tchèque. À l'intérieur de l'entreprise, en plus de la direction, les ouvriers sabotent massivement le matériel de guerre destiné à l'armée allemande. On sabote, on ne respecte pas les délais, on fait en sorte qu'il y ait un grain de sable dans les productions. Il se passe un certain nombre de choses et on sait que Albert Göring voit ça et qu'il les couvre, qu'il défend ce qui se passe. Il essaye de faire au mieux de fermer les yeux, de ne pas dénoncer. Rapidement, Albert Göring gagne le respect du personnel tchèque de Skoda. Albert Göring n'a jamais fait le salut nazi. Il ne levait jamais sa main pour saluer et n'a jamais répondu au salut Heil Hitler. Tout ça d'ailleurs se passait derrière des portes closes. Albert ne recherchait aucune publicité et ne cherchait pas à montrer qu'il était une bonne personne. Pendant ce temps, en Autriche, dans le village d'enfance d'Hermann et d'Albert Göring, à Mauterndorf, un de leurs amis est victime du zèle des nazis autrichiens. Michael Hohensin, un paisible habitant du village, est harcelé par la Gestapo locale. Avant la guerre, mon père était un Autrichien typique, qui n'avait aucune sympathie pour le régime allemand. Pendant une courte période, il a été le chef de la Heimwehr à Mauterndorf, une organisation des chrétiens sociaux. Et les nazis ont saisi cette occasion. Ils l'ont invité à rejoindre le parti nazi parce qu'ils savaient pertinemment qu'il ne le ferait pas. Il a donc refusé. Ils l'ont pris comme motif pour le dénoncer comme ennemi d'Hitler. Il a été arrêté immédiatement. Pendant un certain temps, il a été incarcéré à Salzbourg avant d'être envoyé au camp de Dachau. À ce stade de la guerre, en 1941, Dachau, au nord de Munich, en Allemagne, est un camp d'extermination où l'on assassine maintenant à tour de bras. Mais ma mère était une très bonne amie de la femme du docteur Rigele, la sœur d'Hermann Göring, qui séjournait très souvent ici. Elle a immédiatement tout mis en branle et pris contact avec son frère et a exigé de lui d'intervenir pour que M. Hohensin soit remis en liberté. Et comme apparemment Hermann n'était pas joignable, elle s'est tournée vers Albert, qui se trouvait en Tchéquie, où il avait un bon poste dans les usines de Skoda. Et il a pu sortir de Dachau.
von Dachau nach Hause gekommen. Mais Albert va encore plus loin. À Prague, il est proche de M. Greub, l'ambassadeur de Suisse. Les hommes mettent en place un système qui permet de financer des filières d'évasion. Albert et Greub ont mis au point un stratagème ensemble. Ils ont ouvert un compte bancaire en Suisse, ils l'alimentaient et l'argent versé servait à financer les évasions de personnes fuyant l'Allemagne nazie. C'est lors d'une soirée organisée par l'ambassade suisse qu'il rencontre Mila en octobre 1942. C'est l'amour au premier regard. Ils se marient et passent leur lune de miel dans le château familial de Mauterndorf, en Autriche. Quelques semaines plus tard, Albert reçoit un appel à l'aide. Il s'agit de Franz Lehár, un compositeur et chef d'orchestre viennois, célèbre dans toute l'Europe. Il a notamment composé l'opérette « La Veuve joyeuse », l'une des favorites d'Hitler. L'épouse du chef d'orchestre est juive. Les nazis menacent d'envoyer Sophie Pachkis en camp de concentration. Albert se rend en urgence à Berlin, où il demande à voir son frère Hermann. Les deux hommes se retrouvent dans les bureaux d'Hermann dans son ministère. Albert lui raconte l'histoire, ce qui se passe pour Franz Lehár, lui demandant comment une telle chose peut arriver au compositeur d'opérette, favori d'Hitler. C'est comme ça qu'Albert fonctionnait. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement demander de l'aide. Il devait pour ça trouver un argument imparable. Il utilisait plutôt l'ego de son frère Hermann en lui disant « Hermann, toi qui es un homme si puissant, comment peux-tu laisser une telle chose se produire sous ton commandement ?» Résultat, Hermann Göring envoie son frère plaider la cause de la famille Lehár auprès de Joseph Goebbels. La rencontre se passe bien. Une solution est trouvée. Il va obtenir un certificat d'ariennité, entre guillemets, un certificat qui prouve que en fait, cette femme est bien d'origine aryenne et non pas juive. Il lui a accordé un statut privilégié. Aussi longtemps qu'elle serait l'épouse de Franz Lehár, elle serait protégée. Pour remercier Albert, Franz Lehár lui compose un morceau de musique et l'invite à venir l'écouter avec Mila à Budapest, en Hongrie. Mila et Albert sont assis au premier rang, juste derrière Franz Lehár qui conduit l'orchestre. Ce sont les seules images filmées existantes d'Albert Göring. Malgré toute la discrétion que Albert Göring peut évidemment essayer d'avoir, un certain nombre de ses faits et gestes, ils sont connus. Alors, ils sont connus des services secrets britanniques. Il y a un rapport de l'Intelligence Service sur Albert Göring qui montre qu'il a des liens notamment avec la résistance hongroise. Et puis évidemment, ça va alerter la Gestapo qui se pose de plus en plus de questions. Il y a un certain nombre de rapports qui vont être publiés vis-à-vis d'Albert Göring. Le dernier rapport est extrêmement menaçant, on le traite de gangster public. Donc il y a un danger qui va être de plus en plus important tout de même pour Albert Göring. La Gestapo va émettre un certain nombre de mandats d'arrêt, au moins 3 mandats d'arrêt qui ont été retrouvés. Entre-temps, Albert s'est installé à Bucarest, où il dirige une société du groupe Skoda. Il tient aussi à s'éloigner de l'ambiance répressive de plus en plus lourde de Prague. En plus, avec Mila, ils viennent d'avoir une fille. Elle s'appelle Elisabeth. Mais ses faits et gestes ne passent pas inaperçus. Albert est sous étroite surveillance. À l'été 1944, la situation devient très préoccupante. L'Armée rouge est aux portes de Bucarest, une ville copieusement bombardée par les Américains. Les Allemands évacuent. L'Europe se libère du joug nazi. Albert doit fuir au plus vite. Mais avant de pouvoir organiser un transport, il reçoit une information. Son passeport spécial lui permettant de circuler partout a été annulé par la Gestapo.
Il apprend aussi que le quartier général de la Gestapo a ordonné qu'il soit immédiatement abattu si arrêté. Quelques mois plus tard, les Soviétiques se battent à Berlin tandis que les Américains sont en Bavière. Ce sont les derniers jours d'Hitler. Hermann et Albert Göring sont au château de Mauterndorf. À la fin de la guerre, l'état de santé d'Albert se dégrade et son frère lui dit « Rends-toi aux Américains pour te faire soigner ». C'est sous les conseils d'Hermann qu'il va lui-même se rendre aux Américains. Donc, dans l'espoir de se faire soigner, il se dit « De toute façon, moi, je n'ai jamais adhéré au parti nazi, je ne suis absolument pas mêlé à ça, je ne risque absolument rien ». Le lendemain de la capitulation allemande, le 8 mai 1945, Hermann et Albert se rendent. Les deux frères Göring sont aux mains des soldats américains. Les deux hommes sont enfermés à Augsbourg, une ville au nord de Munich, en Bavière. C'est là qu'ils se croisent, pour la dernière fois. Hermann dit à Albert « Je suis désolé de te causer des soucis, c'est à cause de moi si tu es là, mais toi tu t'en sortiras parce que je sais qu'ils ne te reprocheront rien, moi ce sera plus compliqué, alors fais-moi une promesse, occupe-toi de ma femme et de ma fille, quoi qu'il arrive ». Les enquêteurs américains du tribunal de Nuremberg, qui doit instruire les dossiers des criminels nazis, se frottent déjà les mains. Entre Hermann et Albert Göring, ils pensent détenir deux des grands dignitaires du régime. Rapidement, ils déchantent avec Albert Göring. Ce dernier n'était pas en Allemagne pendant la guerre. Il ne sait que très peu de choses sur les activités de son frère. Les enquêteurs sont dubitatifs. Albert comprend qu'il doit prendre en main sa défense. C'est à ce moment-là qu'il a écrit une liste de personnes qu'il a aidé à s'échapper. Bien sûr, la liste ne contenait que les noms des gens les plus importants, les plus connus, comme entre autres l'épouse de M. Léard. Cette liste contient 34 noms. Ceux dont Albert se souvient, les plus connus, et surtout ceux pour lesquels il peut donner une adresse. Cette liste, il l'a fait parvenir aux enquêteurs. Quelques jours plus tard, il est de nouveau interrogé par un officier américain. Quand mon père lui a raconté qu'il avait aidé toutes ces personnes, et notamment une certaine Sophia Léard, il a réagi et dit que l'histoire était vraie parce qu'il connaissait cette femme. C'était sa tante, et elle lui avait raconté que le frère d'Hermann Göring l'avait aidé à sortir du pays. Et donc il va immédiatement croire Albert Göring, et il transmet le rapport en disant « Cet homme n'a rien à faire en prison, il faut le libérer ». Dernier coup de main du destin, blanchi par les Américains, il est toutefois extradé en Tchécoslovaquie. En pleine dénazification, les nouvelles autorités veulent le juger pour son travail chez Skoda, à l'époque où l'entreprise est sous contrôle de la machine de guerre nazie. On lui reproche de complicité avec l'ennemi, et donc effectivement, il risque très clairement sa peau lors de ce procès. Mon père a écrit à Edouard Beneš, qui était président de la Tchécoslovaquie à l'époque, une longue lettre lui demandant d'innocenter Albert Göring et de le libérer, en raison du très grand nombre de personnes qu'il avait aidées. Les résistants tchèques comme Moravec, de nombreux ouvriers de chez Skoda et des familles qu'il a aidées témoignent tous en sa faveur. Acquitté et libre, Albert est en mauvais état de santé. Entre-temps, Hermann Göring, jugé coupable au tribunal de Nuremberg et condamné à la pendaison, s'est suicidé. Albert est dépressif, il est perdu. Ma mère a découvert qu'il avait beaucoup de petites amies. Il était très prolifique de ce côté-là. Il avait une secrétaire qui appréciait beaucoup ma mère, et la situation lui causait beaucoup de peine. Un jour, elle a tout révélé à ma mère. La famille se sépare en 1947, après un procès douloureux dans lequel Albert Göring tente d'obtenir la garde d'Elisabeth. Il perd, et c'est aussi une double séparation. Mila décide de quitter définitivement l'Europe pour aller s'installer à Lima, au Pérou, où Elisabeth demeure encore aujourd'hui. Ma mère m'a toujours obligée à lui écrire. Ma mère a eu ce mérite de ne jamais me parler en mal de son ex-mari. Malgré ce qu'il lui a fait subir, elle a toujours tout fait pour maintenir une relation entre nous. Mais mon père ne m'a jamais répondu. Albert est devenu un paria vivotant de petits boulots en Bavière.
La situation d'Albert s'est aggravée. Il ne pouvait obtenir de travail. Son nom de famille l'en empêchait à chaque fois. Et c'est la plus grande ironie de toute cette histoire. Ce nom de famille qui lui a permis de sauver tant de gens a contribué à sa propre perte. Albert Göring décède en 1966 sans avoir jamais revu sa fille. Il repose aux côtés de ses parents, frères et sœurs, dans le grand cimetière de Munich. Mais la pierre tombale du caveau familial a été retirée. Les descendants Göring n'ont plus les moyens de financer la concession. L'historien William Burke a déposé en 2013 un dossier à Yad Vashem en Israël pour accorder à Albert Göring le titre de juste parmi les justes pour avoir sauvé tant de vies, dont des Juifs. En 2015, ce titre lui a été refusé. Pour être reconnu juste parmi les nations, il faut avoir sauvé un ou des Juifs, mais il faut l'avoir fait en risquant sa propre vie, au péril de sa propre vie. Est-ce que cette deuxième condition, elle est bien réunie par Albert Göring? C'est la question majeure qui reste posée. Évidemment, il y a eu ces mandats d'arrêt de la Gestapo, évidemment, il y a eu des situations qui ont été compliquées pour Albert Göring, mais malgré tout, il a toujours été protégé par son frère et on sait qu'il avait toujours eu conscience de la protection de son frère. C'est toute la difficulté à apprécier finalement. Le refus ne peut pas être définitif, tant les éléments versés au dossier par William Burke sont conséquents. D'ailleurs, Yad Vashem n'a pas totalement clos les démarches. Mais il y a une gêne évidente qui tient sans aucun doute au nom de Göring. Côté familial, lui qui n'a jamais répondu aux lettres et aux dessins que lui a envoyés sa fille, comment s'est-elle construite? Lui a-t-elle pardonné? Je comprends que je dois lui pardonner. Il s'est racheté à mes yeux. Vous voyez, je sais qu'il a fait énormément pour beaucoup de gens qui en avaient besoin dans un moment dur, très difficile. Il avait des valeurs, c'est indubitable, qu'il faut respecter. Après qu'il m'ait oublié, qu'est-ce que j'y peux? J'ai eu droit à la partie la moins bonne de lui, mais qu'est-ce que ça peut faire? C'est la vie d'un individu face à la vie de beaucoup. Et ça, c'est plus important, je crois.